and welcome once again to this week's. Bienvenue encore une fois à cette série d'ateliers d'entrepreneuriat vert. Je m'appelle Brock Dickinson, je suis entrepreneur en résidence à la faculté de l'environnement de l'Université de Waterloo et je suis très content d'être avec tout le monde aujourd'hui afin de faire une brève introduction de notre programme d'aujourd'hui. J'aimerais commencer par la reconnaissance de la terre de l'Université de Waterloo. L'Université de Waterloo est située sur la concession de Haldimand, parcelle de terrain promise aux 6 nations. C'est une terre qui était promise aux 6 nations d'une largeur de 6 milles sur chaque rive de la rivière Grand. Aujourd'hui, je me trouve dans les territoires de la nation Seneca. Ces territoires font partie d'un traité de paix et de l'amitié, aussi qui a été fait entre les États-Unis et la Confédération des 6 nations à New York. Alors moi, je vous invite à reconnaître les territoires que vous occupez et comment est cette relation avec les peuples autochtones et quelle est l'influence que nous avons aujourd'hui. Évidemment, cela est un sujet clé dans la séance d'aujourd'hui. Sur les startups des peuples autochtones, j'aimerais commencer cet atelier que vous pourrez écouter dans votre propre langue. Donc, vous pouvez choisir dans la partie tout en bas la chaîne d'interprétation que vous préférez, l'anglais, le français ou l'espagnol. Et aussi, s'il vous plaît, présentez-vous sur le chat, dites-nous d'où vous êtes connecté, quels sont les territoires que vous occupez. Il y a aussi une fonction de questions-réponses et vous pourrez aussi répondre, enfin, vous pourrez poser vos questions afin qu'on réponde à ces questions. L'Université de Waterloo veut souligner ce partenariat que nous avons avec la Commission de coopération environnementale qui nous permet de vous proposer ces ateliers et c'est formidable pour ce partenariat que nous avons établi. Aussi, nous avons des partenaires dans le réseau des co-innovations. Ce sont des universités à travers l'Amérique du Nord qui se sont rassemblées afin de pouvoir soutenir les co-innovations, l'innovation verte, l'innovation durable, l'innovation sociale. Et tout cela est lié à plusieurs des sujets que nous aborderons aujourd'hui. Permettez-moi de vous présenter le facilitateur de la session d'aujourd'hui. Donc, d'abord, nous aurons Heather Garrick du programme d'innovation vert. Elle travaille avec des startups et elle développe de nouveaux programmes et de nouveaux cours ainsi que du matériel pour ces cours. Elle travaille aussi de façon très étroite avec la Commission pour la coopération environnementale et pour le réseau de l'Amérique du Nord. Elle est aussi chef de développement durable au Royaume-Uni et elle a fondé une entreprise start-up où elle a été la directrice des opérations dans le Royaume-Uni. Heather, c'est génial de t'avoir parmi nous aujourd'hui et donc on te donne la parole. Très bien, merci beaucoup, Brock, et bonjour à tous. Je suis Heather. Merci beaucoup de participer aujourd'hui. Il s'agit de l'atelier des startups des peuples autochtones et c'est un atelier d'une série de 5 ateliers que nous avons organisés pour l'entrepreneuriat vert qui a été organisé par l'Université de Waterloo, par le bureau environnemental et avec le soutien de la Commission pour la coopération environnementale. Il a été conçu pour vous, pour les étudiants, pour les entrepreneurs à travers le Canada, les États-Unis et le Mexique. Il sera interprété de façon simultanée vers le français, l'anglais et l'espagnol. Comme on l'avait déjà mentionné depuis le début, s'il vous plaît, assurez-vous d'avoir choisi la chaîne de votre préférence dans la partie en bas de votre écran. Vous pourrez choisir l'espagnol, l'anglais ou le français pour la session d'aujourd'hui. On est vraiment très enthousiasmés
d'avoir la participation de plus de 1400 personnes qui se sont inscrites à cet atelier. Nous avons des personnes de plus de 76 pays qui nous joignent aujourd'hui. Donc, sur le chat, vous pouvez dire bonjour et d'où vous êtes. S'il vous plaît, dites, nous avons des personnes qui sont aussi loin qu'en France, la Tanzanie, l'Inde, le Commonwealth de Porto Rico et le territoire Mohawk de Kanawak. Aujourd'hui, je serai votre modératrice et aujourd'hui, je vais présenter les conférenciers et les présentateurs d'aujourd'hui. Après, nous aurons les présentations des 3 panélistes. Après, nous aurons une session ouverte de questions-réponses où vous pourrez poser vos questions dans la fonction de questions. Et oui, donc posez vos questions là-dessus et on pourra les poser directement aux panélistes. Moi, je ferai de mon mieux pour sélectionner quelques-unes. Et donc, on espère voir qu'est-ce que vous attendez. Écoutez de leur part. Cette session durera environ 90 minutes. Alors, nous allons commencer avec le panel. Bientôt, nous aurons les présentations. J'aimerais inviter nos panélistes à parler pendant quelques minutes sur la question des champions ou encourager les startups des jeunes autochtones. Nous allons continuer, nous allons commencer avec Jacob Crane, notre premier présentateur. Donc, j'aimerais le présenter. Jacob est un entrepreneur autochtone et aime créer des entreprises en démarrage ou des startups qui ont une incidence positive sur les communautés autochtones. Il souhaite voir des investissements tribaux. Il veut aussi voir des plateformes pour renforcer les économies autochtones. En 2019, Jacob a reçu la bourse Billy Mills Stream Starter pour son parcours entrepreneurial de création. Il fait partie aussi de la cohorte Renewing Indigenous Economies du Hoover Institute de l'Université de Stanford l'été dernier. Donc, on te donne la parole, Jacob. Merci beaucoup, Heather. Bonjour à tous, je m'appelle Jacob Crane et je suis d'une nation qui est située dans la partie sud de l'Alberta, qui se trouve au Canada. C'est un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Permettez-moi de me présenter. Je suis située dans le territoire traditionnel des Utes, qui est situé à Utah. Donc, je suis vraiment très content d'être ici et de partager ces connaissances dans cet espace. Et pour le programme des jeunes entrepreneurs, je vais partager mon écran pour que tout le monde puisse le voir. Je m'appelle Jacob Crane. Je participe dans le programme d'entraînement d'entrepreneuriat autochtone dans le St. Paul's University College et l'Université de Waterloo. Nous avons ce programme d'entrepreneuriat en partenariat avec Greenhouse, qui est un centre d'innovation sociale ici à l'université. Alors, moi, j'ai été travailler dans ce programme et nous enseignons aux étudiants, aux jeunes étudiants, comment commencer un business avec cette perspective autochtone. Une des choses que nous faisons, que nous avons fait avant, en fait, c'est que l'entrepreneuriat autochtone est dirigé par la communauté. Il s'agit de soutenir ces business autochtones et ce rêve à travers ces trajectoires. Mais c'est aussi connecté du point de vue culturel. Et ce que je veux dire par connecté du point de vue culturel, c'est qu'il faut ajouter cette saveur, ce goût autochtone. Les valeurs ont une tendance à être autochtones, ainsi que le service qui est fourni est autochtone. Alors moi aussi, je fais de la production de médias. Donc moi, j'aime filmer les histoires des jeunes autochtones et j'aime partager ces messages à travers les communautés. Ce sont les jeunes
les jeunes qui donnent des conseils sur ce qu'ils font et qui nous disent comment ils vivent leur vie. Il s'agit de souligner ces histoires inspiratrices et de voir quelles sont ces connexions avec les jeunes autochtones. Moi, je me suis rendu compte que ce n'est pas tout le monde qui peut aller dans une conférence très élégante pour écouter des orateurs et pour voir quelles ont été leurs trajectoires. Pour cette raison, on voulait créer cette connexion culturelle et on voulait faire le transfert de connaissances d'une façon qu'on puisse maintenir l'intégrité de toute cette connaissance pour que les personnes autochtones qui parlent aux caméras et qui partagent ce message puissent maintenir ce cercle, cette connectivité de leurs histoires. Cela, c'est quelque chose que les autres personnes vont voir. Aussi, nous avons des solutions très innovatrices. Les systèmes et les solutions des personnes autochtones peuvent générer du changement, et non seulement dans le cercle de l'entrepreneuriat autochtone, mais cela peut aller au-delà. On peut vraiment faire l'expérience de ces mouvements. Et dans le domaine de ces entrepreneurs, on a de nouvelles idées, mais on aime raconter cette histoire afin de voir tout ce que l'on a depuis les temps les plus anciens. Par exemple, le commerce. Le commerce, comment il a été fait pendant ces années, même avant que Christophe Colomb arrive dans ces terres, ou même avant la création de Canada, des États-Unis et du Mexique. Ce sont des choses que nous avons fait pendant des siècles entre les entrepreneurs, le commerce, etc. Cela n'est pas quelque chose de nouveau. Il faut retourner à ces connaissances. Il faut l'amener vers la postérité. Il s'agit de pouvoir se réapproprier de la partie autochtone. Il y a aussi quelques cohortes que nous avons créées avec notre programme. Le fait de créer de la valeur, pouvoir créer cette valeur lorsqu'il n'y a rien, je pense que c'est une des grandes qualités des peuples autochtones. Si nous avons 99 centimes et on peut créer de la valeur avec ça, et moi, je parle que pour une personne normale, un stylo de 99 centimes, bon, cela représente 99 centimes, mais pour les peuples autochtones, puisqu'on est si bon pour se réapproprier les choses, on va prendre ce stylo et on va créer de la valeur, on va pouvoir la vendre et après on n'aura plus 99 centimes, on aura plus de dollars, même 40 dollars. C'est pour ça qu'on est si bon pour créer de la valeur. Par exemple, nous avons d'autres produits. Lorsque j'ai acheté ce produit, je l'ai acheté à 5 dollars. Mais après, je me suis dit, d'accord, je vais utiliser ce produit pour mes clés. Et c'est ça ce que les personnes autochtones peuvent faire. On peut créer la valeur, on peut utiliser nos connaissances traditionnelles. Parce qu'en fait, l'entrepreneuriat n'est pas étranger, mais je pense que le style colonial est très individuel, alors que le style autochtone est plutôt tourné vers la communauté. Il s'agit de définir davantage cet entrepreneuriat autochtone qui est social. Encore une fois, on va parler de ce programme que l'on a créé ici à St. Paul's University College. Nous avons créé ce programme, on l'a fait en ligne en partenariat avec l'Université de Waterloo, mais aussi en partenariat avec Greenhouse pour avoir plus d'innovation sociale. On a commencé à concevoir ce programme de formation où les étudiants ont ce programme de 8 étapes
et on leur enseigne comment initier ou commencer un business, une boîte, mais pas de la façon conventionnelle. C'est-à-dire, on a pris tout ce qui était là et on se l'est réapproprié pour qu'il ait ce goût autochtone. Et on est resté avec cette audience autochtone aussi. Il s'agissait de créer ces opérations à travers les terres autochtones et de voir comment cela résonnait avec les audiences autochtones parce que pendant très longtemps, évidemment, les classes sont devenues très occidentales. Tous les cours sur l'entrepreneuriat sont très occidentaux. Pour cette raison, moi, j'ai fait l'effort de prendre cette valeur, de le décoloniser et que les étudiants puissent en profiter davantage et de prendre cette approche qui fonctionne assez bien. Il s'agit de voir ce qu'on était en train de faire pendant des centaines d'années et de reprendre cette valeur, de pouvoir réintroduire cette valeur et de voir de quelle façon nous pouvons partager ces messages. Encore une fois, c'est ce soutien en ligne, puisque ce programme a été fait en ligne, afin de pouvoir recadrer ce pouvoir en tant qu'une personne autochtone. Il s'agit de pouvoir retourner à nos enseignements traditionnels et de pouvoir les réintroduire dans nos affaires, dans nos boîtes, dans notre société, parce que pendant la pandémie, on s'est centré dans les cours en ligne. Alors, lorsque nous avons créé ce programme, ils avaient des conversations, mais en fait, ils ne savaient pas qu'ils pouvaient faire ça en ligne. Et on sait qu'on a ce genre de cours en ligne pour les peuples autochtones. Et puisque nous avons Amazon et Facebook, on a aussi un lien pour être sur Facebook. On a dû créer un certain espace pour faire cela, pour utiliser ce système. Et on a pu vraiment enseigner ce programme complètement en ligne. On a eu des tuteurs et des coachings pour plus de 40 élèves et on a créé ce programme. Il fallait se réapproprier le programme et le rendre plus autochtone afin qu'il puisse résonner avec les étudiants autochtones et qu'ils puissent vraiment prendre de la valeur de ce programme. Il ne s'agissait pas simplement de leur donner des exemples. Tout était autochtone. Même la personne qui leur enseignait tout ce savoir, ce n'était pas seulement une présentation de PowerPoint. On était en train de créer des expériences où il y avait des personnes autochtones et cela était lié vraiment au savoir autochtone pour créer toute une expérience. Et c'était ça ce qu'on voulait faire, c'était ça ce qu'on voulait accomplir. On avait des personnes âgées qui ont participé dans ce programme depuis le début. On a ouvert ce programme à des conversations. On a facilité ces conversations en utilisant les apprentissages et les expériences autochtones. Et même dans le programme, on a utilisé des noms qui sont des noms autochtones. De cette façon, nous avons pu créer ce programme et on a aussi visé des influenceurs autochtones. Et donc, on a eu un très bon succès pour notre première cohorte. C'était vraiment quelque chose de très accompli et c'était vraiment très amusant. Et encore une fois, mais pourquoi l'entrepreneuriat autochtone? Bon, nos économies, l'économie autochtone est importante. Il est important de soutenir ces économies. Il est important de pouvoir soutenir ces économies. Il y a plein de choses. Il s'agit de pouvoir soutenir la communauté. Il s'agit de pouvoir fournir des carrières pour les personnes, de pouvoir fournir des solutions pour les personnes dans les espaces différents. Pour cette raison, l'entrepreneuriat autochtone est important. Il s'agit de savoir comment va-t-on créer des solutions qui soient donc basées dans les peuples autochtones et qui aient ce soutien des peuples autochtones. C'est cette façon de créer des affaires et cela sera vraiment centré dans les apprentissages et les enseignements autochtones.
Quelque chose que nous avons remarqué dans le programme, c'était la partie de la filiation. C'est une des valeurs clés de l'entrepreneuriat autochtone et il s'agit d'avoir cette filiation afin de vouloir soutenir la communauté, c'est-à-dire quelque chose que nos frères et nos sœurs des nations des peuples autochtones considèrent très important. Il s'agit de pouvoir prendre soin de la communauté et des gens qui nous sont proches. Et il s'agit de pouvoir résoudre un problème comme une communauté. Et c'est quelque chose que nous avons enseigné pendant le cours. Alors, la filiation, c'est quelque chose qui doit être présente dans tout programme autochtone. Et de voir ce caractère autochtone. Il s'agit de prendre quelque chose qui existe déjà et de se le réapproprier et le rendre autochtone. C'est quelque chose qu'on fait très bien. Grâce à cette intuition, on a fait partie de cette tribu pendant des centaines d'années. Il faut aussi créer un impact positif. C'est quelque chose qu'on avait déjà mentionné. Et par exemple, lorsqu'on crée des arts, on est en train de créer de la valeur dans ces communautés. Et les gens autochtones vont généralement créer une boîte pour créer cet impact positif. Et on crée des carrières dans l'industrie, mais aussi on essaie de créer cet impact pour que les enfants puissent aller à l'école et pour soutenir toutes ces affaires. Et en fait, c'est ça l'entrepreneuriat. Il s'agit de pouvoir rendre quelque chose à la communauté. Et donc, de cette façon, on construit l'économie de l'entrepreneuriat autochtone. À présent, j'aimerais vous montrer ces chiffres qui, en fait, ne sont pas actualisés. À présent, on a plus de 19 boîtes différentes et des idées, mais à présent, je pense qu'on a 30. À présent, ce n'est pas 12 étudiants, je pense que c'est plutôt 31 étudiants qui ont une subvention financière ou qui ont fait la compétition pour la subvention financière. On a plus de 6 étudiants qui ont proposé leurs idées pour des boîtes et il s'agit d'un système de soutien à la vie, c'est-à-dire vous allez participer dans ce programme, mais vous pouvez revenir et vous pouvez nous envoyer des emails, vous pouvez nous envoyer une lettre et de recommandation. Et aussi les personnes qui m'appellent tout le temps et qui me posent des questions d'affaires, des questions de business. Et moi, je le vois dans les réseaux sociaux. Et pendant qu'on fait le programme, il faut s'assurer qu'on se soutienne les uns les autres. Ce sont les choses qui font que l'entrepreneuriat autochtone soit très important. Et ces jeunes gens apprennent comment faire des business depuis qu'ils sont vraiment très jeunes. Et c'est ça ce que j'ai fait. C'est de cette façon-là que j'ai pu acheter ma PlayStation et mes jeux. On est vraiment en train d'apprendre. Être un entrepreneur, c'est quelque chose de formidable. Moi, j'adore faire ce que je fais. Et oui, moi, j'encouragerais tout le monde à commencer un business. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup de m'avoir invité pour présenter aujourd'hui. Si vous avez des questions, je serai ravie de les répondre. Et donc, oui, je vous vois bientôt. Merci beaucoup, Jacob. C'était une présentation très intéressante. On a bien profité. Après, on va présenter Ryan. Notre prochain orateur, Ryan Punch, est un étudiant de doctorat en géographie dans l'université Wilfrid Laurier. Ses recherches dans le cadre de ce programme sont axées sur l'étude et le soutien de la création d'autres économies de conservation autochtones. Il travaille actuellement avec ses superviseurs sur leur initiative de gérance environnementale autochtone. Ce travail est effectué avec des partenaires autochtones
dans le nord de l'Ontario. Plus récemment, il a obtenu une maîtrise où il a axé ses recherches sur la compréhension de la décolonisation et de l'indigénisation du travail de développement au Canada. Auparavant, Ryan a terminé le programme de maîtrise en études environnementales à l'Université York. Donc, Ryan, on te donne la parole pour ta présentation. Merci beaucoup, Heather. Je vais partager mon écran. Okay, so as long as everyone can see that. D'accord, est-ce que tout le monde peut voir mon écran? Je vais donc commencer. Merci pour participer. Je vais devoir aller assez vite pour pouvoir couvrir mon matériel, mais j'espère que bon, tout sera traduit. Je vais parler sur le travail que j'ai fait sur la décolonisation de la production économique. Et lorsque j'ai fait des recherches sur le savoir durable et sur les différentes transitions dans les territoires du Nord-Ouest, ainsi que les programmes des jeunes autochtones, les opportunités qui y sont liées. Dans ce contexte, j'aimerais faire une petite introduction des économies de savoir et les économies liées à la terre. Donc, après, j'aimerais parler de la transition économique du savoir dans les territoires du Nord-Ouest. Et après, nous parlerons sur quelques projets d'entrepreneuriat. Et après, on va parler sur la signification mondiale et la mise en œuvre. D'accord. Je vais parler sur où je suis située. Là, je suis à l'Ontario, au Canada. Ce sont les territoires traditionnels de plusieurs nations autochtones et c'est le traité 38. Donc, je suis un étudiant de doctorat et mon rôle là est de faire de la critique constructive à l'économie. Alors, je travaille avec les Premières Nations dans la région que vous observez sur l'écran, dans ces territoires. Alors, le travail que je fais avec ces Premières Nations, c'est de pouvoir intégrer les valeurs culturelles dans les stratégies de développement économique et ce qui est connecté à construire des programmes d'écotourisme. Vous verrez que la communauté avec laquelle je travaille a un réseau d'écosystèmes protégés. Il y a donc plusieurs activités d'entrepreneuriat autochtones. Alors, les économies liées à la terre, les économies autochtones liées à la terre. Je voulais vraiment parler de ces systèmes de savoir assez divers qui contribuent à la création de cette économie et qu'on peut explorer grâce à cette continuation de systèmes de savoir. Alors, ils interagissent avec la terre et l'eau. Alors, lorsque nous parlons sur des économies qui sont liées à la terre, on peut voir qu'il y a un refus aux politiques de colonisation et on voit que les luttes des peuples autochtones contre le capitalisme et l'impérialisme peuvent être comprises comme des luttes qui s'orientent sur les questions de la terre. Et donc, il y a un cadre éthique qui est associé à toute forme de connaissance, ce que j'appelle la normativité liée à la terre. Il s'agit d'avoir une approche décoloniale pour réfléchir aux différentes activités. Et aussi, il s'agit de penser comment
on va penser à l'entrepreneuriat. Alors, ces économies sont liées à des systèmes de savoir et donc évidemment, ils se basent dans des savoirs autochtones, donc ce ne sont pas de nouveaux systèmes. Cela inclut aussi une production très diverse économique. Ce sont des systèmes qui se basent sur la terre et sur la réciprocité. Alors, comment est-ce que tout cela sera connecté avec la valeur pour la jeunesse et pour les activités des entrepreneurs jeunes et les communautés autochtones? Alors, de mon côté, je pense qu'une partie est liée à la transition territoriale. Et il s'agit d'une économie qui se base surtout dans le secteur des services. Il s'agit de s'éloigner des systèmes de production capitalistes et extractifs. Et tout cela est soutenu par quelques ONG. Par exemple, dans les territoires du Nord-Ouest et aussi au niveau territorial, nous voyons qu'il s'agit de soutenir cette croissance. Et donc, on va le faire en travaillant avec les peuples autochtones afin d'avoir et de développer ces opportunités économiques. On le voit au niveau territorial et cela nous donne plus d'opportunités pour les jeunes autochtones. Ici, nous voyons le changement dans une période de 10 ans. On voit l'extraction de la terre, on voit quelles sont les contributions. Nous voyons les lignes bleues, les lignes bleues, pardon. Ce sont les différents secteurs. Et donc, nous voyons les réductions de ces marchés qui sont assez volatiles et destructifs. Cela génère quelques opportunités pour les jeunes gens. Dans ce cas-là, nous observons la quantité de licences qui ont été 430 demandes en 2016 et en 2017, et pendant les 3 dernières années, on a eu seulement 109. Alors, nous voyons qu'il y a un 25%. Vous verrez que cela est reflété dans la demande de licence de recherche pour la région. Quelles sont quelques-unes des connexions que nous avons avec les opportunités pour les jeunes autochtones et les économies qui sont liées aux connaissances? Nous avons ces 3 photos. J'ai aussi inclus quelques liens qui sont partagés sur le chat et qui sont liés à ces diapositives et les diapositives qui suivent. La première, c'est que les jeunes autochtones qui font un programme. Donc, dans l'Institut, nous avons fait cette transition et cette collaboration avec les jeunes autochtones dans leur territoire. La photo du centre est la photo d'une magazine qui est dirigée par des jeunes. On observe 13 jeunes. On voit aussi des femmes autochtones qui ont travaillé beaucoup sur ce domaine. Après, nous avons un domaine de recherche où des programmes sont créés, des programmes pour des gardiens, donc dans l'endroit où je travaille. Ici, j'aimerais souligner 2 initiatives. La première, c'est les navires de recherche de Nahidik. Il s'agit d'un programme pour des recherches. Il s'agit du navire de plus de 20 ans. Vous voyez la photo qui se trouve du côté gauche et aussi vous verrez le groupe des autochtones de la région de Nahidik qui veulent devenir des gérants pour le suivi environnemental et devenir des gardiens de leur territoire traditionnel. Et
Ils sont en train de faire cela avec les communautés autochtones. Il s'agit d'un programme qui est dirigé par Nature United, une ONG au Canada. On voit qu'il y a un renforcement des capacités et qu'ils peuvent intégrer leurs connaissances autochtones et qu'ils pourront les mettre en valeur. Ils pourront aussi développer des business. Et c'est, pour ainsi dire, une économie assez grande vers une transition d'économie liée dans le savoir. Il s'agit de décoloniser la gestion de l'économie à travers cette valeur. Il faut faire ce travail de décolonisation, nous basant dans cette compréhension autochtone. Comment est cette compréhension dans une économie qui se base dans le savoir et non et dans les traditions? Donc ici, nous avons la station de recherche Cody Creek où j'ai eu le plaisir de travailler l'année dernière. Ils ont fait un très bon travail. C'est ça ce qu'ils sont en train de faire. Et en fait, il s'agit d'une station de recherche privée dans cet endroit-ci. Et ça fait partie de la propriété de l'Université de Waterloo. Et, et bon, c'est là où j'ai étudié. On a déjà travaillé pendant 30 ans. Il y a eu un recueil de données sur le changement climatique. À présent, ce qu'ils sont en train de faire, c'est une transition de la station de recherche vers une communauté autochtone. Alors, on essaie d'intégrer les jeunes autochtones qui apprennent à travers cette station de recherche avec l'Université polytechnique du Nord et qui développent leurs capacités. Nous avons des jeunes autochtones qui viennent pour obtenir des crédits universitaires et ils sont en train de débuter dans cette recherche. Ils sont des gardiens de cette zone dans cette économie de conservation plus grande. Ils peuvent participer dans les programmes de recherche, de protection, mais ils peuvent s'intégrer aussi à leur communauté de À présent, je vais parler sur les opportunités d'entrepreneuriat pour les jeunes autochtones qui se sentent generate research partnerships, right? So we have this again larger réaliser des partenariats de recherche pour avoir une transition qui soit mieux faite d'économies qui se basent de l'extraction vers des économies qui sont basées dans le savoir. Il s'agit d'avoir des systèmes de savoir ainsi que des alliances de recherche. On ne dit pas qu'il y a une qui soit mieux que l'autre, mais il s'agit de pouvoir intégrer les différents programmes puisque les participants veulent faire cette intégration. Nous avons aussi des formations afin de développer et de renforcer les capacités, ainsi que des apprentissages qui se basent dans la communauté des programmes de gardiens et d'administrateurs et des projets de consultation avec les intervenants actuels. Il y a une approche territoriale pour ces leaders pour aller vers une économie de transition. Alors, nous avons cette transition de connaissances. Nous voulons travailler avec les différents leaders dans ce territoire. Il s'agit de pouvoir comprendre ces économies sociales et ce savoir assez divers. Et ce sont des personnes qui deviennent des gérants du nouveau type d'entrepreneuriat. Alors, une partie de ce que l'on fait, c'est d'avoir ces économies de conservation autochtones. Et donc, il s'agit d'avoir et d'émettre de nouveaux modèles économiques. On travaille avec différentes communautés autochtones dans plusieurs régions au Canada. Et donc, pour la biodiversité mondiale, on travaille avec les communautés autochtones. Les différentes activités dans ces économies qui sont réalisées, qui peuvent être invisibles à d'autres
autres types de production capitaliste centralisée, mais qui font partie de ces systèmes. Alors, il s'agit d'essayer de comprendre quelle est la valeur de production qui se trouve ici avec une version décoloniale il s'agit de pouvoir considérer les connaissances d'une façon plus ample et le savoir, ainsi que toutes les contributions au savoir autochtone pour avoir des opportunités de développement nouvelles. Cette idée de l'économie de la conservation n'est pas nouvelle. Nous avons le gouverneur général qui a écrit un rapport sur le leadership. Elle a dirigé des recherches dans la communauté pendant 2 ans et après, elle a recueilli tous ces points de vue des participants. Elle a eu cette idée sur comment faire cette conservation. Et une des plus grandes idées est en fait ce programme de gardiens. À présent, nous allons parler sur comment encourager l'entrepreneuriat des jeunes autochtones au niveau mondial. Il s'agit de pouvoir intégrer tout ce savoir. Il s'agit de savoir quel est ce positionnement du leadership des jeunes pour avoir des économies plus vertes, ainsi que de l'espace. Et il s'agit de comprendre qu'il y a plusieurs façons différentes d'ajouter de la valeur. Et il faut penser et réfléchir sur les économies et l'entrepreneuriat. Merci beaucoup. Très bien. Merci beaucoup. Merci de cette présentation, Ryan. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, assurez-vous de les écrire sur la fonction de questions-réponses. À présent, je vais présenter notre troisième présentatrice, Dali Nolasco-Cruz. Dali est une femme autochtone nahua de Tlaola. Elle est la coordinatrice de Terra Madre Indigenous Network pour Slow Food International de l'Amérique latine et les Caraïbes. Dali a plus de 10 ans d'expérience dans la conception et la mise en œuvre de formations de renforcement des capacités avec une perspective de genre et interculturelle. Son travail soutient la biodiversité et la production alimentaire des communautés autochtones et les agriculteurs qui suivent les principes du slow food, bon, propre et juste. Elle est cofondatrice et directrice des ventes de la société autochtone dirigée par des fans Mopampa. On te donne la parole. Bonjour, je vous remercie beaucoup. Je suis très heureuse d'être ici avec vous et je vais vous parler depuis l'expérience de Mopampa. C'est une entreprise de femmes autochtones nahuas. Tout d'abord, je veux vous partager une vidéo. Je vais partager mon écran. Somos una comunidad productora de chile serrano. Somos Piment serrano. Nous sommes une entreprise de femmes. Nous sommes autochtones. Nous sommes pauvres. Je m'appelle Dali Nolasco-Cruz. Je suis indigène nahua, autochtone nahua. Je suis née à Puebla et j'ai 28 ans. Moi, je suis Nali. Moi, je suis Carolina Nolasco-Cruz, j'ai 23 ans et je suis une autochtone nahua. Je suis Celerino Cruz de la Rosa et j'habite à Tlaola. Ma grand-mère, je suis de Tlaola, Puebla, du Mexique. Soyez les bienvenus.
Voici mon entreprise. C'est une entreprise sociale qui s'appelle Mopampa. Nous voyons maintenant les piments qui soient rouges pour faire les sauces. C'est Es una salsa ancestral, nuestras abuelas, tatarabuelas. a été préparée par nos grands-mères et elle a un goût très spécial et nous sommes très heureux parce que les aliments forment partie de notre histoire. Il y a beaucoup d'aliments traditionnels qui se perdent. Cette sauce, on la mange depuis très, très longtemps. C'est nos grands-parents qui nous ont montré comment faire ces sauces. Ma grand-mère m'a montré comment la préparer, comment la cultiver. Et c'est ce sont je fais tout ça avec amour, avec enthousiasme. Parce que nous avons dans l'esprit que les sauces sont très bonnes. Quand nous préparons les piments, on imagine déjà que tout sera très, très bon. C'est les sauces les meilleures sauces de la République mexicaine. Alors, nous avons dû demander un crédit pour faire la culture du piment. Quand le piment est déjà rouge, personne ne l'achète déjà. Donc, nous, les femmes, nous achetons les piments rouges et celui que nous cultivons. Et nous transformons le chili, le piment, nous les transformons dans des sauces. Nous apprenons à faire quelque chose de différent. C'est quelque chose que les femmes ne doivent pas faire parce que culturellement, c'est toujours les hommes qui commencent les nouvelles affaires. Et quand c'est une entreprise de femmes, quand les femmes prennent leurs décisions, c'est quelque chose que culturellement n'est pas acceptable. Alors, nous travaillons avec, nous voulons bien sûr briser ces idées. Nous voulons travailler ensemble et nous voulons travailler, nous voulons être créatrices de nouvelles choses. C'est important d'avoir du pouvoir, d'avoir notre propre argent, que les femmes se sentent importantes, puissantes et qu'elles ont quelque chose pour elles. C'est-à-dire qu'elles ne se laissent pas faire parce qu'elles doivent penser qu'elles peuvent faire des choses par elles-mêmes. Et depuis que nous avons commencé à travailler, les gens tournent leur tête vers nous. C'est visualiser le travail que nous faisons, qu'il y a des possibilités, qu'il y a des choses que nous pouvons faire ici et qui ont un grand potentiel. Et les gens qui ne ils considèrent que nous avons de la valeur. Et moi, on m'a donné beaucoup d'opportunités que je croyais que je n'allais pas avoir. Et pour commencer, c'est de connaître notre pays. Pour une personne qui est née ici, c'est quelque chose d'impossible. Moi, j'ai connu plusieurs personnes, et faire connaître nos sauces. On connaît déjà nos sauces en Italie, que les étrangers puissent les goûter. Donc, c'est quelque chose de très joli. Et pour mes collègues, pour les autres femmes, c'est que de dire quelqu'un reconnaît mon travail, que ça a valu la peine, surtout pour les personnes qui ont commencé à travailler pour nous. Nous sommes restés à la maison depuis très longtemps, elles étaient jugées, elles étaient maltraitées. Et alors maintenant, nous avons une reconnaissance à Mapampa et la reconnaissance qu'on donne aux sauces qu'on prépare. Ce que nous faisons, c'est qu'on commence à faire un chemin pour les autres qui viennent derrière. Et ce sera beaucoup plus facile pour elles. C'est la finalité également de Mopampa, rendre plus facile la vie aux autres. Parce que je ne veux pas que les autres femmes vivent la même violence que nous avons vécue. Si je dois travailler pour que les autres ne passent pas par les mêmes choses que je suis très heureuse. Je suis très heureuse qu'on puisse, bien sûr, qu'on puisse vendre nos sauces, qu'on puisse avoir d'utilité et que le travail soit reconnu, que nos petits-enfants, que les jeunes continuent ce projet. Et ce sera le chemin pour faire de cette entreprise durable.
Et bien sûr, de voir la possibilité de voir mon frère, parce que ça fait déjà 11 ans que je ne le vois pas. Et moi, je vais être là-bas le jour de mon anniversaire. Donc, le voir, le tenir dans mes bras, c'est quelque chose, c'est mon bonheur. Là, maintenant, on m'a autorisé le visa pour pouvoir aller. Et puis, maintenant que je vais voir mon frère, ça me rend heureuse. Nous sommes une communauté que nous produisons du piment serrano. Nous sommes une entreprise de femmes. Nous sommes autochtones et nous sommes Mopampa. Bueno, quería compartirles perdón. Je voulais donc vous partager cette vidéo parce que maintenant je vais parler, mais je voulais que vous connaissiez les femmes. Je suis très touchée quand je parle de Mopampa parce que c'est un projet, c'est une entreprise qui a une liaison, une connexion personnelle très forte. Avant de vous raconter cela, c'est que vous les voyez, que vous les connaissiez parce que ces entreprises de femmes autochtones ont une force humaine très impressionnante. Alors, je vais vous raconter ce que nous sommes. Nous sommes une entreprise Mopampa de femmes autochtones. C'est un travail communautaire qui a commencé en 1992. C'est ma mère qui l'a commencé, Lucia. Elle a commencé avec ses inquiétudes dans la communauté. Elle a commencé à s'organiser. Elle a commencé à organiser les autres. Nous produisons du piment serrano, du chile serrano, et cette production traditionnelle, on l'a vu comme une alternative pour que les femmes puissions commencer à travailler, à s'organiser. Comment est-ce que ce rêve a commencé? En 2007, il y a eu un concours de sauce déshydratée traditionnelle de piment serrano et avec les élèves du Tecnológico de Jicotepec, qui est tout près de la communauté, nous avons produit des sauces déshydratées de piment serrano. Alors, nous produisons le piment. Le piment est vendu de façon traditionnelle, c'est-à-dire que le piment est vert pour les grands marchés. Mais pour la communauté, les piments rouges restent et on les garde pour la culture suivante et pour que les familles, nous puissions avoir du produit le reste de l'année. Parce que nous produisons, la culture est une fois par an et ces sauces déshydratées, c'est une recette traditionnelle de nos grands-mères, de nos grands-parents, pour nous assurer d'avoir du piquant pendant toute l'année. Comme vous le savez bien, au Mexique, on mange du piquant. C'est donc une sauce traditionnelle pour nous. En 2008, à partir d'une crise économique, nous avons commencé à vendre ces sauces déshydratées et nous avons commencé à les vendre avec les copines, les amis de Puebla. Et c'est là que cette idée de cette entreprise a commencé. En 2010, nous avons donc pris la décision de vendre ces sauces, de passer de cette production faite maison à une échelle plus importante. En 2011, c'est l'image que vous voyez, nous avons créé cette entreprise et donc en 2012, nous avons construit notre usine. Nous l'avons inaugurée de façon formelle en 2013. Et ce rêve, cette construction a été grâce également au travail, à la collaboration avec d'autres organisations civiles, des institutions du gouvernement également, et bien sûr.
Nous nous trouvons dans la Sierra Norte de l'État de Puebla. C'est une communauté autochtone, elle est tout petite. Ici, je vous montre une image satellitale et c'est là que nous produisions le piment serrano. Je voudrais bien sûr également vous parler pourquoi ce rêve. Les communautés autochtones et les communautés rurales, nous produisons les aliments et nous recevons un prix injuste des productions. Au Mexique et dans plusieurs pays du monde, il y a un système d'intermédiaires où les acheteurs arrivent jusqu'aux communautés pour acheter les produits et les payent avec un prix très, très faible. Et c'était une des raisons. Et une autre raison, c'était que les femmes, nous sommes invisibles dans tous les processus de production et dans les processus de production d'un produit si important dans notre communauté comme le piment serrano. Nous gardons toutes les semences, nous faisons les cultures, et à la fin, quand nous arrivons à la négociation, vendre le produit, ceux qui font le travail, c'est les hommes. Et c'était également la raison pour laquelle que Mopampa est né, c'est-à-dire que nous voulions que nous, les femmes, au lieu d'être invisibles, de commencer à travailler dans toute cette chaîne de production. Nous conservons un patrimoine important, les femmes, et cela n'est pas considéré parce que nous sommes des femmes. Nous avons les recettes traditionnelles et étant donné que notre travail est complètement invisible, alors nous avons voulu créer cette possibilité de nous auto-employer, de faire des auto-emplois et pour avoir un patrimoine. Et tout en reconnaissant, bien sûr, que les femmes ne sommes pas propriétaires de la terre. Et j'en parlais sur la vidéo. Pour le fait d'être des femmes, on est discriminé. Et les femmes autochtones, pour le fait d'être des femmes. Ensuite, des autochtones, on reçoit une double discrimination. Et en plus, on est pauvre. Pourquoi des pauvres? Parce qu'on n'est pas propriétaire de la terre. Et je voudrais poser une question pour une réflexion. Les femmes qui sont présentes dans ce forum, combien d'entre vous, vous êtes propriétaires de votre terre? Que vous ayez un document légal de votre terre, que le papier dise que cette terre vous appartient. Sur la tierra, ¿no? Y quienes sí lo de somos, la femmes qui soient propriétaires de leur terre. S'il y en a, vous êtes fortunés. Et je pose cet exemple. Le 1% des terres, des propriétés du monde appartiennent aux femmes. Et je mets toujours cet exemple. Imaginez-vous un gâteau que c'est la terre, c'est un gâteau énorme. Uniquement l'1% de ce gâteau nous appartient à toutes les femmes qui vivent dans cette planète. Et donc, cette entreprise naît également pour rendre visible ce problème et pour que les femmes puissent accéder également par le biais d'une entreprise, puissent accéder au droit à la terre parce que cela nous a été nié toujours. Donc, c'est un petit peu la raison pour laquelle est née Mapampa. sueño que nosotras Et tenemos, ¿no? c'était donc le rêve que nous avions. Une autre raison, c'est parce que nous voyons la grave situation de la biodiversité.
qui est menacé et qui se voit perdu. C'est-à-dire que les systèmes alimentaires des autochtones se perdent. Donc, Nomo Pampa a été créé pour défendre ces semences de ce piment et que par le biais de cette production, on puisse préserver la biodiversité. Cette entreprise n'est pas une entreprise pour créer de l'argent, mais par le biais de notre existence en tant qu'autochtones, nous voulons protéger tout le système de la biodiversité, protéger les femmes, défendre leurs droits, avoir des économies locales. Et c'est la raison principale du grand rêve de Mopampa. Je vous montre ici les photos des personnes que nous avons construit Mopampa. Je suis très fière de vous dire que nous sommes une entreprise qui a réussi à avoir de faire du rêve à avoir toute une communauté productive. C'est ma mère que je vous montre ici au centre, c'est celle qui a créé Mopampa. Et maintenant, je peux vous dire que maintenant, je suis la deuxième génération des femmes qui ont décidé de commencer avec ce rêve. Nous avons déjà une troisième génération, c'est les petites filles. Là, il y a les mères, il y a les filles, il y a les petites filles qui viennent derrière nous, qui continuent à s'impliquer à Mopampa. Et nous sommes très fiers de cela. Pour nous, il est très important de commencer à impliquer les futures générations parce que c'est ainsi que nous allons assurer que ce projet ne reste pas, et qu'on disait, qu'avec les maires qui ont commencé ce projet, que Mopampa continue d'être une réalité et que quand on meurt, l'entreprise ne meurt pas et que le rêve collectif continue après nous. Il est très important de faire des formations du capital humain. En tant qu'entreprise, nous croyons que nous devons être en formation constante et d'avoir une formation intégrale qui nous permette de chercher l'autonomie. Et nous travaillons avec cela. Je vous partage quelques photos. Quand nous parlons d'entreprises de peuples autochtones et surtout des femmes autochtones, il y a des stigmes pour toutes les conditions dont je vous parlais, parce qu'on est des femmes, parce qu'on n'est pas propriétaire. On ne reconnaît pas. Et dans tout ce processus, et c'est justement pour nous rendre autonomes. Et je suis très fière d'écouter mes collègues, de dire, moi, je suis entrepreneur, je suis la propriétaire de cette entreprise et nous produisons ces sauces. C'est quelque chose de très important pour les personnes qui accompagnent des entreprises avec des peuples autochtones, des femmes. Nous devons reconnaître qu'il y a un système de croyances, il y a beaucoup de choses que nous devons casser, briser, séparer pour pouvoir nous automatiser, nous rendre plus autonomes. Mapampa, nous sommes un peuple autochtone et nous avons une connexion très forte avec la terre. Et notre entreprise est conçue pour pouvoir protéger l'environnement. Nous réunissons toutes les eaux des pluies. Nous avons des usines pour pouvoir traiter les eaux noires, les eaux grises. Et nous, bien sûr, pour les personnes qui viennent nous visiter, nous montrons tout cela et nous travaillons pour pouvoir faire un centre pour pouvoir parler des semences, des piments, etc., et de pouvoir partager toutes les connaissances. Et pour fermer, je veux vous partager, vous dire qu'en tant qu'entreprise, nous sommes engagés avec le thème alimentaire. Nous faisons partie du mouvement Slow Food. Nous sommes reconnus
nous avons donc le numéro 500 de ce mouvement international. En tant qu'entreprise, nous croyons que tous les êtres humains de cette planète, nous devons accéder à des aliments bons, propres et justes. Y bueno, perdón, antes de esto quisiera compartirles que Et je justamente voulais vous dire également que je suis membre du réseau autochtone de Slow Food International et nous travaillons depuis cette philosophie avec d'autres jeunes qui créent également leurs projets et qui sont entrepreneurs également. Et les panélistes conocimientos se generen entre précédents ont parlé. Il est très important que les autochtones fassent leur projet, présentent le projet. On nous a nié beaucoup les espaces et maintenant qu'on nous fasse partie de tout cela nous rend l'espoir. Et pour terminer, bon, ici, je vous montre des photos de notre entreprise. Nous avons eu plein de progrès en tant qu'autochtones, en tant que femmes. On n'avait jamais pensé d'être propriétaire d'une entreprise. Et cela a été grâce à la coopération d'autres organisations qui nous ont aidés. Et nous avons bien sûr beaucoup d'enjeux, beaucoup de défis. La pandémie a été quelque chose qui nous a affecté beaucoup. On s'est vu obligé de ne pas produire pendant 2 ans. Donc, nous avons fermé l'entreprise et les ventes également. On n'a pas eu de ventes. Et je pense que la pandémie au Mexique, bon, il y a une semaine, on a déclaré que le pays se trouve déjà en vert, c'est-à-dire capable de pouvoir continuer avec nos activités. Et ce que nous voulons, c'est de y que sean ventas constantes. Seguimos teniendo el reto de vender nuestro vendre producto nos produits à l'étranger. Et nous travaillons également pour avoir une administration transparente. En tant qu'entreprise, nous avons appris beaucoup de choses. Nous nous sommes professionnalisés, nous sommes fiscalement, au niveau fiscal, on est responsable. Et bien sûr, réussir à ce que l'entreprise se fortifie parce que depuis la perspective de femmes, c'est quelque chose que nous devons soigner, que l'organisation soit forte, soit puissante, soit robuste et qu'en tant que femme, on puisse être écoutée et qu'on puisse avoir cet empowerment des femmes, surtout sur le sujet de l'accès à tous les droits. Nous savons bien, bien sûr, je suis sûre que vous le savez, le Mexique est un pays où il y a beaucoup de violence contre les femmes. C'est un problème très important. Il y a des chiffres très élevés de violence contre nous, contre les femmes, par le fait d'être femmes. Et nous, en tant que femmes autochtones et entrepreneurs, nous avons fait face à ces violences communautaires. Et on le disait également sur la vidéo, ce que nous faisons les femmes autochtones dans notre communauté brise, casse tout ce qu'on attendait de la femme dans notre communauté. Et bien sûr qu'on a reçu des violences, on nous a dit qu'on était folle, qu'on ne devrait pas vendre notre produit. Quelques collègues également, quelques compagnes ont reçu le support de la part de leur famille, mais il y en a d'autres qui ne l'ont pas reçu. Quand elles voient, et des gens, quand ils voient les sauces ou quand ils goûtent nos sauces, ben, ils finissent par croire et les croyances changent. Donc, nous,
nous devons être une alternative économique pour les nos producteurs vean qui nous voient comme entrepreneurs et qui nous voient comme des entrepreneurs et que nos produits soient vendus à des prix justes et que nos produits soient reconnus dans tout le monde, dans tous les pays du monde. Et je pense que c'est une espèce de chaîne. On ne veut pas devenir riche, mais nous cherchons que le piment serrano, créole, et que les femmes autochtones puissent accéder à d'autres espaces et qu'elle ait des revenus plus importants et qu'on puisse continuer de protéger la diversité de notre territoire et qu'on puisse casser et faire disparaître ces croyances envers les femmes. On vous dit qu'on peut le faire, et on a l'espoir et on imagine les filles qui viennent derrière nous ont une réalité, qui ont un futur, un avenir plein de possibilités. C'est l'expérience que je voulais vous partager de mon Pampa. Il y a beaucoup de choses que je voulais vous partager, mais le temps est limité. Je vous remercie beaucoup. Ali, thank you so much for your Merci presentation. beaucoup pour cette présentation. C'était vraiment quelque chose de très inspirateur. Merci beaucoup pour avoir partagé tout cela. Est-ce que vous avez des questions pour Dali ou pour les autres présentateurs? S'il vous plaît, écrivez-les dans la fonction questions-réponses. Et donc, oui, cela est la fin des présentations des panélistes. Donc, à présent, nous aurons notre session de questions-réponses avec les 3 présentateurs qui vont participer, encore une fois. Oui, d'accord. Nous avons quelques questions de l'audience. Nous allons commencer par une de Sharifa. Pour Jacob, nous allons commencer avec Jacob alors. Les autres pourront s'unir aussi. Alors, elle dit, vous avez mentionné des solutions innovatrices, des solutions autochtones qui se basent dans des solutions et les savoirs. Donc, pour combattre le changement climatique et la justice climatique. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Oui, Isaac Murdoch a parlé sur le savoir autochtone à l'Ontario. Avant, les peuples autochtones habitaient sans des déchets. Donc, je pense que là, ils ne pensaient même pas à combattre le changement climatique. Mais à présent, oui, cela représente un très grand problème. Je pense qu'il s'agit de pouvoir changer les états d'esprit sur ce savoir autochtone et sur ce qu'on a aujourd'hui et de pouvoir s'assurer que l'on puisse trouver cet équilibre et que l'on ne consomme pas trop. Et donc, évidemment, cela va contre la façon de vie que nous avons à présent. Mais s'il faut voir de quelle façon les peuples autochtones combattaient le changement climatique à l'époque. Mais on peut voir qu'en fait, il s'agissait plutôt d'une autre façon de vivre et d'être. Donc, je sais que ce n'est qu'un exemple. Je sais que cela n'est pas écrit. Mais voilà, il s'agit du connaissance autochtone et de la société occidentale qui ont eu ce conflit entre eux. Alors, il y aura toujours cette différence. C'est savoirs occidentaux et autochtones. J'espère avoir pu répondre à votre question. Merci beaucoup. À présent, je pense que nous avons une autre question de Sharifa qui dit, c'est une question pour Ryan. Cette question est sur la mise en œuvre et la possibilité de mettre en œuvre donc ce leadership autochtone. Elle dit les jeunes autochtones qui sont formés et qui travaillent dans la
conventions actuelles sur la diversité biologique et qui veulent promouvoir les savoirs traditionnels et l'accès et le partage des bénéfices. Merci beaucoup pour cette question. Je pense que c'était une présentation très brève. On n'a pas le temps de tout partager, de partager les programmes de tous les étudiants de leurs institutions. Je ne sais pas si on couvre cette partie-là sur le cadre de la biodiversité. En fait, il s'agit donc d'utiliser les connaissances traditionnelles pour être en contact avec la nature. La jeunesse participe dans ce composant-là, l'éducation. Alors, nous avons un 25% de protection pour la biodiversité vers 2025. Ils doivent donc couvrir les bases de ces sujets-là en utilisant le savoir traditionnel. Je pense qu'il y a eu un article écrit dans les années 70 qui parlait sur les différentes pratiques. Et cela demeure dans les différents traités, les différents accords entre institutions. Donc oui, on encourage le fait d'avoir cette conversation pour pouvoir partager ce savoir traditionnel et pour que cela ne soit pas exclu de toute publication. Et donc, il s'agit d'avoir cette interaction avec les jeunes et les nations autres. Donc, j'espère avoir répondu à cette question. Merci beaucoup, Ryan. Nous avons encore une question. Encore une fois de Sharifa. Donc, merci beaucoup, Sharifa, pour ces questions. La dernière question est pour Dali. Alors, elle dit que cette visibilité et ce statut basé en genre et pour l'équité de genre à travers l'agroécologie est vraiment quelque chose de très inspirateur. Est-ce que vous pensez que vous allez diversifier la production vers d'autres produits puisque la biodiversité est si importante pour l'agriculture écologique? Merci. J'espère pouvoir répondre à cette question correctement. Oui, il y a une production diversifiée du piment serrano. Comme vous le savez bien, vous connaissez la production du maïs, c'est-à-dire qu'il y a toute une production autour du maïs et c'est pareil pour le chili, pour le piment serrano. Dans les cultures de production de chili, du piment serrano, nous pouvons trouver une grande diversification de qualité. C'est de la base, on peut trouver des courgettes, parfois ils combinent cela avec le maïs, ils font des cultures d'autres espèces d'aliments sur les mêmes terres et il y a ou pendant que le piment, où ils font des courgettes et on combine le potiron, on combine également avec d'autres choses. Cela est très important pour nous. Et c'est justement parce que Mopampa veut défendre la façon traditionnelle de la culture du piment et de conserver les graines créoles parce que dans le territoire, et c'est un problème à l'échelle mondiale que nous avons la menace des graines, de l'utilisation des pesticides et qui endommagent notre biodiversité. À Mopampa, nous avons vu qu'il y a beaucoup d'espèces de maïs qui se perdent et c'est là qu'on se rend compte que le problème est très grave. Et c'est pour cela que Mopampa, en tant qu'entreprise, et c'est ce que je disais, c'est non pas seulement faire des sauces ou de préparer des sauces. On ne veut pas non plus devenir riche, mais c'est par le biais de cette sauce
qu'on défende ce système alimentaire et cette façon de culture traditionnelle des peuples autochtones. Great, thank you so much, Dali. We had a question. Merci beaucoup, Dali. Nous avons encore une question sur partager les emails. Donc, je ne sais pas si vous êtes d'accord de partager vos emails aux participants au cas où ils auraient des questions de suivi. D'accord, génial. Alors, on pourra le faire. Je pense qu'on pourra finir avec une question supplémentaire. Je ne sais pas si on en a encore une. Oui, je pense que je vais demander comment les gens, comment de nouveaux arrivés peuvent mieux soutenir les entrepreneurs autochtones. Vas-y, Jacob. Je pense qu'en achetant de façon locale et au commerce autochtone, je pense que cela serait la meilleure façon de le faire. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se vendre à l'étranger. La nation Navajo, les Sunnis, ils font un travail très beau. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à la nation Navajo, mais il y a un niveau très élevé de pauvreté dans les communautés autochtones. Et probablement, ils vous raconteront l'histoire. Alors, si vous pouvez dire, moi, je l'ai acheté de Jacob, et en fait, c'est un design traditionnel. Vous maintenez l'intégrité de cette histoire. D'où cela provient? Et donc, on ne va pas vraiment se préoccuper sur des choses du genre de l'appropriation culturelle. Mais je pense que si l'on achète dans l'endroit approprié, je pense que tout ira bien. Parce que les gens peuvent commencer à mettre des chapeaux avec des plumes. Mais je pense que si vous l'avez obtenu dans des magasins autochtones, je pense que cela sera bien. Et vous pouvez aussi soutenir les business locaux. Merci, merci Jacob. Ryan, est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose là-dessus? Je vais répéter la question pour tous. Alors, je disais, comment les gens qui viennent, comment les nouveaux venus peuvent soutenir les projets autochtones? Je pense que Jacob... Ah, Dali, vas-y. Désolée. Oui, merci. Moi, je vais parler en général et je pense que chacun d'entre nous, nous devons commencer à nous demander ce que nous mangeons, ce que nous consommons. Ça, c'est très important parce que quand nous décidons ce que nous mangeons, nous prenons des décisions politiques. Jacob le disait déjà, consommer des produits d'entreprises autochtones ou d'entrepreneurs autochtones ou de la part d'organisations qui font un travail extraordinaire. Il faut faire conscience quand tu vas au supermarché de te demander à qui tu achètes ce produit-là, qui va gagner de l'argent avec cela, qui va avoir un bénéfice, à qui va bénéficier ta consommation. Moi, je l'avais déjà mis sur ma présentation, je n'ai pas eu le temps, mais il faut nous demander ce que nous consommons. Et l'invitation va également à faire une consommation consciente, une consommation solidaire et qui soit très claire. Depuis qu'on va acheter quelque chose, on fait un acte politique et c'est là qu'on commence à changer les réalités.
Dali. Merci And beaucoup, Ryan. Dali. Et Ryan, est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose? Oui, bien sûr. Je pense que j'aimerais construire sur ce que Dali et ce que Jacob ont déjà dit en ce qui concerne cette question et pouvoir comprendre qu'il ne faut pas s'effrayer. Il faut voir dans nos communautés locales quels sont les efforts d'entrepreneuriat autochtone qui existent. Et il faut voir quelles sont les ressources disponibles. Et aussi, il faut travailler pour décoloniser nos pensées. Il faut voir de quelle façon les pratiques autochtones économiques fonctionnent et de quelle façon on peut les soutenir. Merci. Génial. Merci encore une fois. Je pense que cela va clore notre session de réponses et questions. J'aimerais remercier aux panélistes pour avoir participé aujourd'hui et pour avoir partagé tout ce savoir. Merci beaucoup à tous les participants, à toute l'audience et pour avoir posé des questions. J'espère que vous avez appris des choses aujourd'hui dans ce domaine. Et j'aimerais faire une présentation finale pour cette session. C'est pour Bonne Gakut. Bonne est coordinatrice de la partie de participation et d'engagement dans la Commission pour la coopération environnementale. Elle va nous parler aujourd'hui sur le défi de la jeunesse. Merci beaucoup à tous les panélistes. C'était vraiment une conversation très intéressante. Je pense que nous sommes vraiment très enthousiasmés pour faire le suivi de ce travail que vous nous avez mentionné. J'aimerais profiter de ces quelques minutes pendant la fin de la séance pour parler de notre défi. Nous avons fait ce défi depuis 2017 et nous invitons les jeunes entrepreneurs de l'Amérique du Nord qui construisent des solutions pour pouvoir affronter les défis environnementaux dans leur communauté. Nous aurons la 6e édition de ce défi cette année-ci. Ce défi sera ouvert à présent. Si vous pouvez entrer dans le site web de la Commission pour la coopération environnementale, vous pourrez envoyer votre candidature et vous pourrez gagner un prix en dollars canadiens. De même, vous aurez la possibilité de présenter vos solutions. Donc, nous invitons des entrepreneurs du Mexique, le Canada et les États-Unis. Et donc, on vous encourage à profiter de cette opportunité et à la partager dans les personnes qui font partie de votre réseau. On va mettre le lien dans le chat et vous pourrez aussi être en contact avec moi ou avec la CCE si vous avez des questions. Ayant dit cela, j'aimerais donner la parole à Brock ou à Heather afin de pouvoir conclure cette conversation. Et on a hâte de voir la session suivante. Merci beaucoup, Ben. Et vraiment, le défi d'innovation des jeunes, c'est vraiment une compétition très intéressante. Et vraiment, on vous encourage à faire partie de cela. C'est quelque chose de très intéressant. Et vous pourriez participer. J'aimerais remercier encore une fois à nos présentateurs, à Dalir, à Yann et Jacob. On vous remercie vraiment pour ce temps et pour ces énergies ainsi que pour tout ce savoir. Et c'est la façon de générer des changements très importants. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous partager tout cela. Merci à Heather d'avoir modéré cette session. On te remercie d'avoir posé toutes les questions. Merci aussi à l'Université de Waterloo et à la CCE qui se trouve derrière les scènes et qui ont organisé cette session ensemble. Merci à l'équipe technique et merci aux interprètes qui ont fait que ce contenu soit disponible à toutes les personnes dans les langues différentes et pour tous les participants qui se trouvent dans des endroits différents du monde. Dans la session prochaine, nous verrons de quelle façon avoir du succès en tant que start-up. Et s'il vous plaît, prenez soin de vous et partagez l'information sur ces événements et aussi partagez cette information aux entrepreneurs qui pourraient rechercher notre soutien. Merci beaucoup et à la prochaine.